Bonjour Thierry Paul, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Bien, merci, avec plaisir. Alors en fait, je vous ai entendu dans l'émission Grand bien vous fasse, il me semble, Oui, où vous étiez invité dans une émission parce que vous avez une émission sur les croyances, puisque vous avez sorti récemment un livre qui s'appelle «Pourquoi croit-on?» C'est bien ça? c'est tout à fait ça. Voilà. Vous avez aussi une carrière universitaire. Je préfère vous laisser vous présenter Oui, comme vous le voulez. ouais, d'accord. Bon, très rapidement, donc effectivement, je suis professeur de psychologie cognitive et sciences cognitives, mais ma formation, c'est à la fois psychologie et philosophie. Bon, j'ai suivi ce double cursus pour finalement m'orienter vers la psychologie cognitive. D'accord, OK. Eh bien alors on va commencer, de but en blanc. Merci pour cette présentation et j'ai envie de vous demander tout de suite, pourquoi croit-on? Alors, alors, les raisons sont très, très nombreuses. Donc, c'est vrai que là, c'est la question, massive qui appelle des tas de réponses. Donc je vais peut-être, juste en présenter quelques-unes et puis si vous souhaitez qu'on approfondisse, on approfondira. Bah, d'abord, je dirais que la croyance, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, presque, il faudrait se poser la question, pourquoi certains ne croient pas? Alors, C'est vrai. j'ai je vous ai entendu dire ça, à la radio et ça m'a intrigué. Pourquoi c'est naturel? Bah, en fait, je dirais que la croyance, alors les Américains, ils disent souvent, c'est un by-product, donc comme un effet secondaire de notre système cognitif. C'est-à-dire que notre système cognitif, en permanence, il essaye d'interpréter le monde qui est autour de lui. Mmh Ce mh. que ne ferait pas un singe, hein, par exemple. C'est Mmh. Harari qui disait toujours jamais vous ne pourrez faire en sorte qu'un singe se prosterne devant un dieu. Effectivement, parce que le singe ne peut pas conceptualiser un monde qui est autre que celui qu'il perçoit directement. Or, le système cognitif humain a développé bon, des capacités extraordinaires qui l'amènent en permanence à essayer d'interpréter le monde qui est autour de lui. Donc, il crée des fictions. Mmh. Notre cerveau, c'est une machine à créer des fictions. Et parmi ces, D'accord. il y a des croyances qui sont infondées. Il n'y a pas que ça, mais Et il y a alors, des. attendez, allons tout doucement. J'aime aller tout doucement et demander beaucoup pourquoi. Je suis désolé si c'est agaçant, mais allons tout doucement. Donc vous dites interpréter, le monde, d'accord, sauf que moi j'ai lu par exemple, des articles qui disaient qu'on avait un cerveau qui fonctionnait de manière bayésienne. C'est-à-dire certes on se fait des fictions dans la tête et certes, on met des probabilités sur tel ou tel événement, d'arriver ou de se mais du coup pourquoi parler de croyance et qu'est-ce que vous entendez? Comment vous définissez croyance? Sous quelle acception vous parlez de croyance? Absolument, parce que c'est vrai que c'est une bonne question, parce que la croyance, enfin, le concept est très polysémique. Donc, Mmh. moi, je l'emploie dans un sens que je vais définir. Pour moi, il y a croyance, en tout cas, croyance infondée, c'est celle qui m'intéresse, hein, Mmh. quand il y a une disproportion, mais absolument radicale, entre la quantité ou la qualité de données empiriques pour soutenir cette croyance, la Mmh. quantité ou la qualité d'arguments théoriques pour soutenir cette croyance, et la force que peut prendre cette croyance pour un individu. Pour moi, la croyance est infondée quand on lui accorde bah, je dirais quasiment une foi, hein, on lui Mmh. donne une conviction qui est absolument gigantesque, Mmh. alors qu'il y a assez peu d'éléments de nature théorique ou empirique qui permettent de soutenir la croyance. C'est là où il y a quelque chose d'intrigant et de problématique. Ça me rappelle un article que j'avais vu, il me semble, dans Cerveau et Psycho, où il donnait une nouvelle interprétation de la schizophrénie, qui était finalement exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, on avait tendance à attribuer à des petits éléments insignifiants des valeurs disproportionnées, et ce qui faisait qu'on mettait une confiance trop grande, on pensait avec une trop grande probabilité que quelque chose était vrai, par exemple, qu'on serait espionné par le gouvernement juste parce qu'on entend un petit grésillement dans le téléphone. Voilà, donc on serait tous un peu des schizophrènes finalement à plus ou moins grande échelle. Oui, alors, bon, la croyance peut devenir pathologique. C'est assez difficile de définir son caractère normal ou pathologique, hein. Bon, ça, c'est assez arbitraire. Mais c'est clair que on retrouve dans la schizophrénie, ou encore davantage dans la schizotypie. La schizotypie, c'est vraiment, bon, on va dire, une espèce d'état intermédiaire entre l'état normal et la schizophrénie. On retrouve ça dans ces pathologies, c'est-à-dire une propension peut-être plus accentuée que dans le cas habituel à effectivement créer des fictions auxquelles on va adhérer avec une très grande force, Mmh. alors qu'on dispose de très peu d'éléments pour soutenir ces fictions. Donc il y a un lien, c'est-à-dire que sur l'axe normal pathologique se situe l'univers des croyances qui va se déployer très fort dans le cas de la pathologie et très peu dans le cas de la normalité, avec parfois une difficulté à concevoir si on est dans la normalité ou dans la pathologie. Je veux dire, je sais que ça heurte souvent les croyants, mais lorsque certains croyants prétendent être en relation directe avec Dieu ou être persuadés de leur existence,
On ne l'intègre pas dans la pathologie, et on a raison, parce que ça trouve une place dans la société, ça s'intègre parfaitement dans notre culture, mais pris dans l'absolu, c'est pas plus ou pas moins étrange que d'autres croyances qu'on va considérer comme délirantes. Oui, sauf que vous avez tout de même parlé de quantité et de qualité de l'expérience empirique et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Si par exemple ils ont des hallucinations très convaincantes, il paraîtrait normal de croire, enfin de notre point de vue des hallucinations, du leur, un vrai contact avec Dieu, il paraîtrait tout à fait normal de croire et là ça serait pas maladif. Le problème viendrait d'une expérience erronée par exemple. Oui, mais la distinction entre les deux ne va pas de soi. Entre quelqu'un qui a des visions, Mmh. donc rentre en contact direct avec Dieu ou un de ses représentants, et un schizophrène qui entend des voix, la différence, d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue neuronal, elle n'est pas très très grande. On retrouve à peu près les mêmes processus. Mais dans un cas, on a une croyance qui est institutionnellement, culturellement acceptée, et dans un autre cas, on a une croyance qui n'est pas acceptée. La distinction entre les deux, il faut la faire, parce que moi, je ne voudrais pas faire passer le message que les croyants sont atteints psychiatriquement. Mais d'un point de vue strictement scientifique, c'est pas si évident que ça de les distinguer clairement. Eh bien alors justement, là j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu en contradiction avec votre première affirmation et donc je vais vous demander des précisions. Parce que quand je vous ai demandé pourquoi croit-on, vous avez commencé par me dire que c'était naturel et maintenant vous semblez dire que c'est infondé. Donc quand vous parliez de croyances naturelles, vous parliez de croyances non infondées, c'est ça? Qu'est-ce qu'une croyance non infondée précisément? Bon, alors, une croyance naturelle, il n'y a pas d'antinomie entre le fait que ce soit naturel et le fait que ce soit infondé. D'accord, Pas d'antinomie. Quand je dis que c'est naturel, je ne veux pas dire que c'est ni bien, ni légitime, ni à soutenir. Ce que d'accord. je veux dire, c'est que le fonctionnement du système cognitif, quand on l'étudie de près, on comprend qu'il est naturel que les humains développent des croyances infondées. La différence, c'est que certains humains vont résister à ces croyances, vont les mettre de côté, vont les analyser d'une manière critique et considérer qu'on ne peut pas leur accorder une validité trop importante. Et puis il y a d'autres personnes, pour différentes raisons qu'on pourra aborder si vous le voulez, ne vont pas faire jouer cette dimension critique, cette capacité d'analyse, et vont plonger littéralement dans la croyance. Mais Ok. le processus qui conduit à générer des croyances est un processus qui est naturel. Je vais vous donner juste un petit exemple qui m'est arrivé. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin. Une nuit, je dors pas très très bien. Je suis assez inquiet en pensant à un de mes enfants. Et je ressens vraiment une espèce d'anxiété concernant un de mes enfants. Et le lendemain, on s'appelle et il me dit, écoute, papa, c'est vraiment grave. J'ai très mal dormi parce que j'étais très inquiet concernant un examen qui devait passer le lendemain. Je ne me suis pas réveillé parce que j'étais très très mal. Et inévitablement, n'importe quel cerveau humain, même tout à fait disposé à une analyse critique, va se dire, mais est-il possible que cette coïncidence relève simplement du hasard? N'y a-t-il pas eu quelque chose qui m'est parvenu à l'esprit d'une manière que je ne connais pas et qui fait que j'ai perçu la difficulté ou le malaise que pouvait ressentir mon fils? Ce phénomène-là, il est absolument naturel parce que notre cerveau est toujours à la recherche d'explications causales. Je veux dire, c'est très adaptatif pour un humain d'essayer de comprendre ce qui est la cause de quoi. Donc quand on est confronté à des événements qui sont concomitants d'une manière ou d'une autre, notre cerveau invente immédiatement un scénario, une explication, qui permettrait d'expliquer comment A pu provoquer B. Mais dans cette tentative d'explication, on va pouvoir déployer des démarches complètement différentes entre le scientifique qui va fonctionner d'une manière très méthodique, critique, pour parvenir à identifier la relation causale, et le croyant qui va plaquer quelque chose qui finalement le satisfait de manière immédiate parce qu'il a la solution dans sa croyance, ben, il y a un fossé énorme. Mais il y a cet aspect très naturel du cerveau humain qui est une machine à développer des fictions pour interpréter le monde qui est autour de lui. D'accord. Alors, j'aimerais encore qu'on entre peut-être un peu plus dans le détail, si c'est possible pour les non neuroscientifiques que nous sommes. Quand vous dites le cerveau humain a ce fonctionnement, etc., est-ce qu'il est possible de nous expliquer ce fonctionnement dans les grandes lignes? Vous le tirez d'où? Vous le tirez de connaissances microscopiques dans le fonctionnement des neurones ou de connaissances d'études de psychologie? D'où est-ce que ça sort cette connaissance dont vous parlez? Bon, alors là ça mériterait beaucoup d'explications parce que ce que vous avez en tête en me posant cette question, c'est qu'il est possible d'interpréter et de comprendre le comportement humain ou les états mentaux humains à partir de l'analyse
de l'activité neuronale. Il y a un peu ça qui est sous-jacent dans votre question. Peut-être, je ne sais pas. Je vous demande comment vous en êtes amené à... Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que cette connexion, ce type d'explication causale, bien souvent, elle est factice. Alors, donc, en revanche, d'un point de vue empirique, simplement en faisant des expériences de psychologie cognitive, c'est-à-dire en mettant les gens en situation et en observant le comportement, on peut mettre en évidence ce dont je vous parle. Ensuite, il se trouve qu'il y a des corrélats cérébraux, c'est-à-dire qu'on peut observer, au niveau du cerveau, du fonctionnement neuronal, on peut observer des phénomènes qui sont corrélés au comportement qu'on a pu mettre en évidence et qui suggèrent qu'ils sont profondément reliés. Je vais vous donner juste un seul exemple. C'est en ce qui concerne notre capacité inhibitrice. C'est-à-dire que le cerveau procède par facilitation et par inhibition, y compris au niveau neuronal. Il y a des connexions excitatrices et des connexions inhibitrices. Bon, dans beaucoup de nos activités cognitives, c'est important de pouvoir inhiber des pensées, des décisions, des jugements. D'accord ? Eh bien, ce que l'on a observé, c'est que chez les croyants, alors quand je dis croyants, c'est pas croyants religieux, hein, c'est croyants dans un sens plus large tel que je l'ai défini. Ce que l'on observe, donc, c'est que chez les croyants, ce mécanisme inhibiteur fonctionne moins que chez les sceptiques. Inhibiteur de quoi? Alors, inhibiteur, c'est-à-dire la capacité que vous avez à un moment donné de mettre un frein à un comportement qui se met en place naturellement. Alors, l'exemple type de tâche qui permet de rendre compte de ça, c'est la tâche de Stroop. Alors, la tâche de Stroop, je vous la décris très rapidement. Vous voyez des mots de couleur. Par exemple, le mot rouge écrit en bleu. Et on vous demande de décrire la couleur du mot. Donc, il faut répondre bleu. D'accord ? Ouais. Mais le problème, c'est que vous voyez rouge. Et naturellement, parce qu'on a automatisé la lecture, on va avoir tendance à dire rouge, alors qu'il faudrait dire bleu. Donc, pour bien réaliser cette tâche rapidement, il faut être capable d'inhiber le traitement correspondant à la lecture. Eh bien, c'est tout à fait incroyable, mais chez les croyants, cette capacité d'inhibition se manifeste moins clairement que chez les sceptiques. Et donc, en moyenne, ils réussissent moins bien la tâche de Stroop que les autres. Et quand on regarde au niveau cérébral les zones qui sont impliquées dans l'inhibition, on s'aperçoit effectivement que chez les croyants, elles sont moins développées que chez les sceptiques. D'accord. Quand vous dites on regarde, vous regardez l'activité électrique dans le cerveau, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. En fait, si vous voulez, c'est assez cohérent. Alors peut-être qu'on en parlera après du système intuitif, système analytique, on verra. Mais c'est assez cohérent parce qu'en fait, si vous voulez, dans toute croyance, il faut distinguer deux phases. La phase de jeunesse de la croyance et la phase de validation de la croyance. Or, il se trouve que la grande différence entre un sceptique et un croyant, c'est pas la phase de genèse. Je veux dire, moi-même, confronté dans des situations particulières, je vais l'instant de quelques secondes développer une croyance. Mais très rapidement, je vais parvenir à l'inhiber. Alors que d'autres personnes, alors pour des raisons qu'on peut développer, hein, parce qu'on n'en a pas trop parlé, pour des raisons nombreuses, ne vont pas du tout inhiber ces croyances qu'ils ont développées naturellement. C'est là où va se faire la différence. On pourrait parler aussi tout simplement de résistance au biais cognitif, du coup, puisque l'expérience dont vous avez parlé, c'est un biais cognitif parmi d'autres. Alors, dans l'expérience de Stroop, c'est pas vraiment un biais. Non, c'est pas un biais cognitif dans l'expérience de Stroop, c'est la difficulté que l'on a à résister à un processus automatisé. C'est pas toujours ça, les biais cognitifs? Non, alors, un biais cognitif, c'est. Comment dire? Bon, un biais cognitif, c'est un raisonnement qui nous conduit à une erreur d'appréciation, d'évaluation, de jugement, etc. Parce qu'en fait, on a court-circuité un processus, on va dire, d'analyse rigoureuse de la situation, qu'on a court-circuité par des heuristiques, en fait, qui sont souvent adaptatives, mais qui peuvent nous conduire en erreur. Et dans le cas des biais cognitifs, eh bien, ils nous conduisent souvent à des formes d'erreur. Mais en tout cas, vous avez raison, c'est-à-dire que les biais cognitifs sont aussi quelque chose de naturel. Je veux dire, c'est quelque chose qui se met en place assez spontanément. Et il se trouve que certaines personnes vont y résister plus que d'autres. D'accord. Alors, effectivement, les sceptiques, de manière générale, vont mieux résister à ces biais cognitifs
que les croyants. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, la distinction que vous faites avec l'expérience dont vous avez parlé et les biais cognitifs, ce serait que, donc dans l'expérience que vous avez faite, il y a même pas de réflexion, c'est quelque chose qui passe directement de l'expérience à la croyance, tandis que dans le biais cognitif, il y a une réflexion, mais qui est défectueuse parce qu'elle est tronquée ou parce qu'elle est erronée d'une certaine manière, c'est ça? J'ai bien suivi? Oui, oui, c'est ça, tout à D'accord, fait. OK, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on semble avoir, à peu près compris du coup pourquoi l'on croit. Il y a beaucoup d'autres raisons, hein, je veux dire, parce que là, j'ai répondu à la question par rapport, on va dire, au fonctionnement cognitif, d'accord? Mais Mmh. ce fonctionnement cognitif, il est lié à des tas de paramètres qui ne sont pas strictement cognitifs. Je Mmh. vais vous donner un exemple évident, tout simple. Vous avez beaucoup plus de chances d'être un croyant, aussi bien au sens religieux du terme qu'au sens général, si vous êtes issu d'une famille qui est elle-même très croyante, que si vous Mmh. n'êtes pas une famille croyante. C'est pas à proprement parler cognitif, c'est on va dire culturel ou sociologique, mais ce culturel et sociologique a un impact sur notre fonctionnement cognitif. Oui, ça c'est probablement une, comment dire? Des influences de l'espèce, puisque notre fonctionnement cognitif, il s'est pas fait au hasard. Il s'est fait pour que, on soit bien dans un groupe et qu'on survive et qu'on se reproduise le mieux possible aussi. Donc, il faut partager les croyances du groupe et cetera. Absolument, ouais, Oui, tout à fait. et puis ces croyances, elles nous ont été utiles. C'est-à-dire peut-être que l'humain n'a pas eu besoin d'être rationnel toute son évolution. Toutes ces croyances-là, elles ont probablement eu leur utilité, par exemple, quand il fallait résoudre beaucoup de problèmes avec, peu d'intelligence, avec des raisonnements très simples du style, le feu, ça brûle, je touche le feu, je me brûle. Peu importe si ensuite je vois une lumière qui ressemble à du feu, je vais dire que c'est du feu et que ça me brûle. On cherche pas beaucoup plus loin. Je ne sais pas si mon propos est très clair, mais Je comprends, je comprends. Vous voulez dire que ces croyances ont eu initialement une valeur adaptative et peut-être qu'elles en ont plus aujourd'hui, c'est ça? c'est ce que je vous demande, oui. Ouais, en fait, je le pense pas vraiment. Alors, vous connaissez bien sûr Richard Dawkins? Non? Non, Qui voilà, est-ce? bon. Alors Richard Dawkins est un biologiste, l'auteur du gène égoïste. Peut-être que vous connaissez le gène égoïste. Et donc, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin fameux concernant la croyance religieuse. Et présente une métaphore que je vais vous exposer qui permet de comprendre sa position, mais aussi la mienne, par rapport à votre question. Vous savez que les papillons de nuit, en général, viennent s'écraser sur les halogènes que l'on a dans notre salon l'été. Ce qui est Mmh. assez caractéristique parce que ça fait de la fumée, ça sent pas très bon, puis on est triste parce qu'on a tué des papillons. Pourquoi les papillons de nuit viennent s'écraser sur les halogènes? Eh bien, ils viennent s'écraser sur les halogènes parce que dans leur passé, je veux dire, biologique de papillons, les halogènes n'existaient pas et ils avaient des repères qu'ils créaient par rapport à des sources lumineuses naturelles, comme par exemple la Lune, les étoiles, qui utilisaient pour se déplacer. Quand on a créé les halogènes, eh bien, ce qui a été adaptatif à un moment donné ne l'était pas. Mais ça ne veut pas dire que, comment dire, que si on fait maintenant l'analogie avec la croyance, ça ne veut pas dire que les croyances étaient nécessairement adaptatives dans le passé. C'est plutôt que l'établissement de croyances infondées, c'est un produit naturel, mais qui n'a pas nécessairement de valeur adaptative. Le fait d'établir des connexions rapides entre, par exemple, le feu et la douleur, c'est utile, mais ça n'a pas le même statut qu'une croyance, comme une croyance, par exemple, je ne sais pas moi, au fait que croiser ses doigts, ça va vous aider à, à mieux performer, ou toucher du bois, ça va Superstition. vous conduire à éviter des désagréments. C'est pas forcément adaptatif. C'est plutôt une conséquence de la capacité que nous avons de développer des fictions, mais qui peuvent avoir un rôle utile, mais qui peuvent aussi être dangereuses ou voire totalement décalées par rapport à la réalité. Donc là, vous parlez de tout ce qui est plus, croyances superstitieuses et des croyances pour lesquelles on voit moins, l'utilité, que ce soit sociale, sexuelle ou de survie, c'est ça? Bah, en fait, ce que j'essaie surtout de montrer dans mon livre, c'est que en fait, toutes ces croyances, enfin tout ce que j'appelle les croyances infondées. Donc, de mon point de vue, évidemment, c'est pas le point de vue d'un croyant religieux, mais d'un point de vue, la croyance en Dieu en est une, la croyance dans le fait que votre esprit va survivre à la mort en est une autre, la Mmh. croyance que quand on touche du bois, on est dans de meilleures dispositions pour réussir une tâche, etc. En fait, malgré la disparité de contenu de ces croyances qui n'ont rien à voir, vraiment rien à voir, qui n'ont pas Mmh. la même portée, ni culturelle, ni politique, ni historique. Mais en fait, derrière ces contenus de croyances infondées très différents, il y a des processus cognitifs qui sont les mêmes.
C'est-à-dire quand on analyse, si vous voulez, au travers de différents tests, par exemple, hein, et même au niveau neuronal, quand on analyse ce qui est mis en jeu dans toutes ces croyances, on s'aperçoit que c'est la même chose. D'accord. Au Et niveau du processus qui est à la genèse de ces croyances. La croyance en elle-même, je suis tout à fait d'accord pour dire que la croyance en une vie après la mort n'a strictement rien à voir avec la croyance que passer sous une échelle est dangereux, hein. Je suis absolument d'accord. Mais ce qui constitue le moteur cognitif de l'apparition de ces croyances, c'est en réalité extrêmement proche, voire identique. Mais alors, bon, on risque un peu peut-être de sortir du sujet et de votre spécialité, mais je me permets quand même de vous poser la question. Si jamais si jamais ce n'est pas dans l'évolution utile pour l'espèce, entre guillemets, ces croyances, ce serait totalement du hasard que ce soit autant répandu dans l'espèce. Comment est-il possible que quelque chose qui ne soit pas utile à l'évolution soit aussi répandu? Non, mais quand vous créez un médicament, il peut avoir une efficacité thérapeutique indéniable, d'accord? Mais ce médicament peut avoir un effet secondaire. On n'a pas construit le médicament pour qu'il ait cet effet secondaire. Cet effet secondaire est un effet dérivé de l'effet principal qui lui était D'accord. positif. Ok. Exactement la même chose pour la croyance. Les croyances, enfin, ce qui est à l'origine des croyances est utile dans notre fonctionnement cognitif normal. Ces processus ont comme effet secondaire de produire des croyances infondées. Mais ils n'ont pas été conçus pour produire ces croyances infondées. Ils ont été conçus pour nous permettre de réagir de manière adaptative à notre environnement, avec cette conséquence qui n'est pas nécessairement adaptative, de produire des croyances infondées. Alors oui, mais je me permets quand même de vous dire que ça, comme dans toutes les hypothèses d'évolution, c'est une hypothèse et on pourrait Absolument. oui et on pourrait aussi tout à fait dire, par exemple, je me permets d'émettre une autre hypothèse, que, vous parliez de médicaments, on connaît les médicaments à l'effet placebo. Peut-être que les religions, sont, par exemple, une manière d'aider à supporter, le quotidien, si vous voulez, moi, ça me paraît très étrange qu'il y ait eu autant de religions, autant de croyances, autant de superstitions, autant de voyants, autant de tout ce qu'on veut, si ça n'a pas une quelconque utilité. Donc moi, je pense que ça apaise beaucoup le système limbique de beaucoup de gens, c'est-à-dire les émotions, le trop plein d'émotions, etc. Ils n'arrivent pas à y répondre par la raison, ils créent des croyances qui marchent bien et qui sont plus économiques en termes d'énergie cérébrale. Oui, bien sûr, mais là vous avez raison, vous avez entièrement raison, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit adaptatif. Ça veut dire que ça a une certaine utilité pour l'individu, mais ça ne veut Mhm. pas dire que ce soit adaptatif pour l'espèce. Vous pouvez très bien avoir un comportement qui vous satisfait individuellement, qui vous fait plaisir, c'est pas pour autant que c'est adaptatif pour l'espèce. J'aurais 2 réponses à ça. C'est que un, si l'individu va mieux, le groupe a quand même tendance à aller mieux, je pense, et arrêtez-moi si je me trompe. Et 2, si jamais, on a une croyance commune, ça permet aussi de fédérer le groupe. On le voit par exemple dans une paroisse qui est fédérée par la croyance autour d'une religion ou une paroisse ou n'importe quelle religion. Vous Alors, pensez pas? oui, alors, il y a plusieurs choses importantes à dire là-dessus. Donc, dans ce premier point, vous avez raison, c'est-à-dire que la croyance, alors qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit plus, on va dire, moins canoniquement religieuse, mais on va dire mystique, ésotérique, etc., ce type de croyance joue un rôle psychologique évident. Et ça, on le sait depuis longtemps, mais on le sait maintenant empiriquement. C'est-à-dire qu'on peut montrer, on peut même provoquer l'accroissement de croyances en générant du stress chez un individu. Il D'accord. suffit par exemple simplement d'évoquer chez un individu le fait que quelque chose demeure inexpliqué, en le provoquant expérimentalement, pour que ça accroisse son sentiment religieux et son adhésion à la religion. Donc ça, Mmh. c'est absolument certain. Le stress, de même que le sentiment de perte de contrôle, alors perte de contrôle dans sa vie, tendent à accroître la force de la croyance religieuse. Donc ça, c'est sûr, c'est absolument indéniable. Maintenant, ensuite, les croyances, alors là, c'est le cas très typique des croyances religieuses, effectivement, ont joué un rôle très important historiquement, euh, qu'on explique assez bien, enfin que de mon point de vue, les anthropologues cognitivistes expliquent assez bien, puisque comme vous le disiez, effectivement, les croyances religieuses, notamment les croyances en ce qu'on appelle les grands dieux, les gros dieux, c'est-à-dire les dieux du monothéisme hein, en particulier,
Ces croyances ont permis de maximiser la cohésion à l'intérieur du groupe et donc de donner plus de force au groupe et aussi plus de pouvoir au groupe par rapport à des groupes, on va dire, auxquels ils peuvent être en compétition. Mais, donc ça, c'est un effet positif à l'intérieur du groupe, c'est un effet qui est bien connu, mais en même temps, c'est un effet extrêmement redoutable et que je considère personnellement comme quelque chose de potentiellement dévastateur pour l'humanité. C'est-à-dire que le fait que la croyance euh, contribue à la solidarité à l'intérieur du groupe a Mm. comme effet négatif de générer de l'agressivité par rapport à ce qu'on appelle l'exogroupe, c'est-à-dire les gens perçus comme étant en dehors de ce groupe. Et c'est ce qu'on appelle l'altruisme paroissial. Ça a été appelé à la fois par les anthropologues et les éthologues l'altruisme paroissial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère qu'un individu fait partie de mon groupe sur la base d'une croyance partagée, je vais être extrêmement solidaire avec lui, jusqu'à consentir à me sacrifier pour lui, ce Mm. qui est le cas, par exemple, du terrorisme, des attentats suicides hein, actuellement. Pardon. C'est peut-être le moment de parler d'actualité. Oui, alors, si vous voulez, cet altruisme paroissial, c'est pour moi, c'est une plaie pour l'humanité. C'est une plaie parce que c'est ce qui nous empêche de concevoir ce qu'il y a d'universel dans l'humain. C'est ce qui nous conduit à séparer les humains sur la base de leurs croyances et de les séparer potentiellement violemment. Mm. Donc, de mon point de vue, si la croyance religieuse peut avoir une certaine vertu au niveau individuel, elle peut effectivement apaiser l'individu pour des tas de circonstances. Elle a au niveau global de l'humanité, elle représente pour moi au niveau global de l'humanité un danger réel. Mm. Sauf que, de manière générale, enfin, vous faites comme si l'intérêt de tous les humains était le même, sauf que concrètement, on voit bien que c'est un jeu d'alliances politiques et culturelles sans fin, multilatéral, et que dans ce jeu politique multilatéral, cet altruisme paroissial, en fait, trouve encore bien sa fonction dans le monde moderne. On le voit avec Trump qui s'en est allègrement servi jusqu'à cette nuit et le Capitole, vous êtes au courant. Absolument, absolument. Mais comment dire, le fait que l'altruisme paroissial soit toujours aussi présent dans le fonctionnement de l'humanité, pour moi, est un vestige d'un archaïsme qui est évidemment qui remonte à nos très lointaines origines. Et je pense que euh, un des objectifs que devraient se fixer les humains, alors c'est peut-être un peu utopiste, hein, c'est de se libérer de cet altruisme paroissial. Mm. C'est aussi l'altruisme paroissial qui est à l'origine du racisme. Le Mm, racisme, mm. exactement ça. J'établis une espèce de croyance sur le fait qu'il y a des différences essentielles, au sens philosophique du terme, hein, d'essentialisme. Il y a une différence essentielle entre un juif, un chrétien, un noir, un arabe. Et à partir du moment où cette croyance est ancrée, ça peut déclencher des conflits qui deviennent absolument stupides et dramatiques. Donc, bien sûr que l'altruisme paroissial, sous-tendu par des croyances infondées, demeure très très présent. Mais c'est pas parce qu'il est présent qu'il faut se dire que c'est légitime, quoi. C'est effectivement présent, mais c'est, je pense, quelque chose qu'il faut parvenir à mettre à distance de l'humain si on veut s'en sortir en tant qu'humain sur cette planète. Et d'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire, que j'ai évoqué en aparté sur le rapport entre psychologie et écologie, dans ce livre, je fais clairement apparaître que l'altruisme paroissial est probablement ce qui est le plus grand obstacle à la résolution de la crise écologique. Parce que l'altruisme paroissial est aussi celui qui est à l'origine de la compétition que se livre entre les États. Et tant Mm. que les États se livrent entre eux cette compétition, il n'y a pas de solution à la crise écologique parce que la crise écologique ne peut être que globale. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est pour dire que ce concept d'altruisme paroissial est pour moi extrêmement important. J'entends bien. Mais par contre, dans la solution que vous proposez, euh, je ne sais pas si c'est utopiste, mais ce que je me demande avant tout, c'est est-ce que c'est réalisable? C'est-à-dire, est-ce que le raisonnement que vous faites, et c'est une question que je vous pose, hein, n'est pas un raisonnement de riche sur le point de vue cognitif? Et est-ce que finalement, on sait que dans une population, il y a par exemple des écarts d'intelligence qu'on peut mesurer avec le QI. Est-ce que finalement, c'est possible de se débarrasser de ce fonctionnement-là? Est-ce que pour beaucoup de gens,
le rationalisme et le fait de réussir à inhiber ces croyances naissantes n'est pas tout simplement trop coûteux en énergie pour le cerveau. On sait qu'il y a des cerveaux qui sont plus ou moins efficaces en termes d'énergie, donc trop coûteux en énergie, des cerveaux qui sont, ouais, c'est ça, d'une manière pas assez puissante en termes de temps de calcul, en termes d'énergie à fournir, donc c'est trop désagréable. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense, euh, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Bah, je veux dire, bon, je ne vous connais pas, mais de ce que j'entends, vous n'êtes pas de ceux qui sombraient dans les croyances infondées trop fréquemment. D'accord? C'est ce qui me semble. Me concernant, je peux vous garantir que je ne tombe pas comme ça dans les croyances infondées. Et je Hmm. connais d'autres personnes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas quelque chose qui est inscrit dans nos gènes de manière absolument définitive qui ferait que les humains, fatalement, deviendraient croyants et développeraient des croyances infondées. Si c'est possible pour moi, si c'est possible pour vous, ça doit être possible pour d'autres. Maintenant, là où vous avez raison, Vous éludez totalement ma question, là. On n'est pas tous égaux. non, non, mais justement, donc c'est la deuxième partie de la réponse que j'ai donnée. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que tout le monde n'a pas effectivement, alors je ne vais pas parler de capacité, mais tout le monde n'est pas en mesure, ne souhaite pas abandonner des croyances infondées. Mais ce qui est en revanche certain, si on regarde historiquement ce qui s'est passé, c'est que les croyances, de manière générale, même s'il y a une résurgence de la religion depuis une trentaine d'années quand même, mais les croyances occupent une place infiniment plus réduite aujourd'hui que la place qu'elles occupaient il y a quelques siècles. Donc il y a quand même, et ça c'est purement culturel, c'est pas biologique, hein, biologiquement, depuis 200 000 ans, on n'a quasiment pas changé, hein. C'est strictement culturel, mais on voit que la culture pèse d'un poids très fort sur notre fonctionnement cognitif et qu'on peut faire évoluer ce fonctionnement cognitif de sorte qu'il soit un peu plus que aujourd'hui peut-être prémuni de ses croyances. Et évidemment, un facteur qui est déterminant ici, c'est évidemment l'éducation. C'est évident, ça je veux dire, si, c'est extrêmement simple. Si vous prenez, par exemple, si vous établissez une corrélation entre le niveau d'éducation et, par exemple, la croyance en l'existence d'un esprit de nature fondamentalement différente de notre corps physique. Ils ont le dualisme, hein, d'accord? Hmm. Bien, l'étude a été faite aux États-Unis. Il y a à peu près Alors, 80. attendez, pardon, juste préciser pour les auditeurs qui n'ont pas l'habitude qu'on parle de ça, c'est totalement un autre sujet. Vous parlez d'une distinction entre mon corps et un esprit qu'on pourrait par exemple appeler une âme. Voilà, voilà. Voilà, je précise quand même. Allez. Cette croyance, elle est partagée par à peu près 80% des Américains, d'accord? D'accord. Et seuls 7% des individus qui font partie de l'Académie royale des sciences américaines croient à ce genre de choses. Donc, c'est très clairement qu'il y a une corrélation étroite entre le niveau d'éducation, de formation scientifique et la propension à adhérer à ce type de croyance. Et j'ai même fait personnellement des recherches auprès des étudiants. Je sais ce que vous allez dire, mais j'ai fait des recherches auprès des étudiants que j'ai suivis de la première année à la cinquième année. D'accord. D'accord? Première année de licence et dernière année de master. Ce sont les mêmes étudiants. Je les ai suivis. Eh bien, en 5 ans, la force de ces croyances infondées a considérablement diminué. Et quand on continue la formation, notamment avec des étudiants par exemple qui font des thèses, donc qui font un travail vraiment de réflexion critique et avec une méthodologie scientifique, on arrive quasiment à totalement faire disparaître ces croyances infondées. Donc, je ne pense pas, c'est pas une question d'intelligence au sens où l'intelligence serait biologiquement déterminée, ça j'y crois pas tellement. C'est vraiment une question de formation, d'éducation. D'accord, sauf que à l'université déjà, on remarque enfin, c'est pas déjà les gens les plus bêtes que vous avez ce que je veux dire aussi, c'est que oui, c'est évidemment l'objection que j'allais faire par rapport à l'Académie des sciences, c'est que dans l'Académie des sciences, il n'y a pas que des gens éduqués, il y a des gens probablement très intelligents, vous l'avez compris, c'est l'objection que j'allais vous faire. Et donc votre deuxième exemple, y pallie, sauf Ouais. que sauf que dans ce deuxième exemple, si vous voulez. Certes, bon après c'est un débat qui n'a pas de fin, mais on peut toujours éduquer quelqu'un, sauf que pour un même calcul, pour comprendre une même idée, une personne va mettre 2 minutes et très peu d'énergie, là où une autre personne va mettre 15 heures
et une quantité incroyable d'énergie qui pour elle sera trop désagréable à fournir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais vous savez, alors ça peut paraître paradoxal avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais vous avez des personnes qui ont un QI extrêmement développé, qui sont extrêmement cultivées et qui demeurent extrêmement croyantes, et vous avez des personnes qui n'ont pas cette chance-là, qui ont une faible culture et qui ne sont pas du tout croyants, hein. Donc il y a une corrélation, mais Mm. la causalité n'est pas aussi stricte que ça. Non, moi, La je co- pense. la co- je me permets juste de vous dire qu'il y a une corrélation extrêmement forte qu'on voit, par exemple, entre le QI élevé et la faible religiosité. Ça a été étudié. Et il y a Absolument, absolument. Mais comment dire, il faut se méfier comme vous le savez, toujours des corrélations, parce que ces personnes qui ont un QI élevé, oui, aussi plus éduqué, oui. eh oui, il ne faut pas sous-entendre que c'est les gènes qui leur a fourni cette intelligence. Si n'importe quel enfant, vous le placez dans des bonnes conditions, au final, il aura un QI supérieur à la moyenne, hein. Donc, Mm. mais déjà, si vous admettez, et je pense qu'on ne peut pas ne pas l'admettre, que le niveau de croyance global, je dirais, dans l'humanité, si vous prenez un pays même comme la Mm. France, euh, Je vais euh, revenir. si vous admettez qu'il est infiniment moins fort aujourd'hui qu'il ne l'était, par exemple, il y a une dizaine de siècles, alors vous admettez que la culture peut avoir un impact considérable sur la plus grande émergence ou non de ces croyances. Et Alors, moi, je pense qu'il faut partir de cette perspective-là. C'est qu'il faut faire confiance à la culture, en tout cas, il faut ou à l'éducation, et il faut admettre que si elle est utilisée de manière efficace, ça peut permettre de réduire l'adhésion à des croyances infondées. Je- J'ai bien compris, j'allais y venir parce que je ne suis pas totalement d'accord en fait avec ça. Euh, oui. j'ai pas eu le temps de vous répondre sur ce point parce qu'en fait, on remarque par exemple qu'aujourd'hui, la voyance, le domaine de la voyance, les voyants, etc., déclaré, donc une partie de la voyance, fait un chiffre d'affaires supérieur à toute l'industrie du jeu vidéo en France. Mhm. On remarque aussi que les gens ont une multitude de superstitions. On remarque aussi que les gens donc, ont remplacé les religions monothéistes classiques et la religion catholique par beaucoup de superstitions. Donc je pense que de manière générale, vous avez probablement raison sur la diminution des croyances infondées, peut-être, j'imagine, et en même temps, ça n'est pas aussi évident pour moi que pour vous. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas remettre en cause le fait que les croyances sont beaucoup moins structurantes dans notre quotidien qu'elles ne l'étaient il y a quelques siècles. Oui, Et même si vous allez, par exemple, dans des... Bon, moi, j'ai fait un peu de voyage dans des régions un peu reculées, qui restent, on va dire, traditionnelles et qui n'ont pas encore été trop contaminées par la civilisation occidentale. Les croyances sont extrêmement structurantes, c'est-à-dire qu'elles organisent les décisions, la vie de la communauté en permanence. C'est mm, plus tout à fait notre cas. Après, ça n'est pas contradictoire avec l'observation que vous faites, que les croyances demeurent extrêmement présentes dans notre société, bien sûr. Mais je pense que on est sur une trajectoire qui va plutôt dans le sens d'un affaiblissement de ces croyances. Mais ce qui ne veut pas dire que cette trajectoire va continuer sur la même dynamique, parce que on peut malheureusement très bien assister à des revirements considérables. Et on le voit, je ne serait-ce que politiquement, effectivement, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis depuis quelques années, il faut être très attentif. Et rien n'exclut que des croyances extrêmement puissantes envahissent de nouveau notre société. Alors, même la science, je veux dire la science qu'on peut identifier comme une espèce de contrepoids aux croyances infondées, mm. je ne suis pas absolument certain que la science continuera de se développer comme elle se développe aujourd'hui. Je veux dire, la science a une histoire assez récente. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui est apparu il y a très peu de temps. Et si les structures politiques évoluent de manière négative, selon moi, la science pourrait très bien être mise en difficulté. On voit des hommes politiques actuellement, alors effectivement, il se trouve que ce sont les Trump, les Bolsonaro et d'autres qui s'en prennent directement à la science. Vous parliez justement de l'éducation et à mon avis, justement, vous me donnez une très bonne transition ici. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'échec dans l'éducation pour qu'on en arrive à la situation, par exemple, des QAnon, de Trump ou du complotisme généralisé? Vous parliez de manière peut-être un peu trop générique à mon goût de culture. Est-ce que finalement, on ne devrait pas avoir un enseignement
de l'esprit critique, de la rationalité, quitte même à ce que ce soit une matière. Parce que moi, pour avoir par exemple même fait, il me semble que c'est la philosophie qui s'approche le plus de ça en ce moment à l'école, et c'est la matière dans laquelle je me suis senti le plus libre avec de l'esprit critique, etc. Mais dans ma licence, à Paris 1, en licence de philosophie logique et culture scientifique, j'ai été abasourdi par le fait qu'en fait, des sommités de l'université, des gens qui ont écrit plein de livres, etc., se contentent pour faire leur raisonnement d'aller voir, même sur des questions qui ont été étudiées récemment en psychologie cognitive, etc., se contentent de travailler avec les philosophes du passé, morts il y a plus de 1000 ans, pour répondre à des questions très concrètes, comme en politique ou en éthique, qui demanderaient d'aller voir les sciences d'aujourd'hui, qui demanderaient de ne plus être dans ces croyances de ce qu'a dit seulement Descartes ou je ne sais quoi. Et je l'ai vu aussi avec des élèves de terminale, j'ai donné quelques cours de philosophie dans le privé à des terminales, et je vois leur programme, on ne les fait s'appuyer que sur les textes du passé avec finalement des figures de confiance, donc comme un Trump, et tout ce qu'on leur apprend, c'est un tel a dit que, donc lui c'est un grand nom, donc on peut lui faire confiance, et on écoute ça, au lieu de leur apprendre par exemple les différents niveaux de preuves scientifiques, entre une méta-analyse et un petit article isolé, au lieu de leur apprendre à se fier, oui, aux événements les plus probables et à reconnaître les choses les plus probables dans leur expérience, on leur apprend à se référer à des figures tutélaires du passé qui très souvent ont été mis en défaut depuis longtemps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un déficit énorme de l'éducation dans ce sens-là? Est-ce qu'on ne devrait pas mieux enseigner la philoscience plutôt que la philosophie à l'école? D'où le nom de la chaîne. Alors, je suis très globalement très d'accord avec vous. Mais cela dit, je ne pense pas qu'il y ait nécessaire contradiction ou incompatibilité entre le fait d'étudier les philosophes, on va dire, de la tradition, du passé, les Oui, grands philosophes. appelons cela de l'histoire dans ce cas. Voilà, c'est quand même extrêmement important. Mais en revanche, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque une question de survie pour nos sociétés de former les jeunes à ce qu'on va appeler l'esprit critique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit, en quelque sorte, les conduire à rejeter toute croyance. Moi, je ne suis pas un ayatollah de l'incroyance. Si les gens souhaitent croire, ben, qu'ils croient, il n'y a pas de problème. Le problème, la question ou l'objectif, c'est de leur permettre d'établir leurs croyances avec prudence et en ayant toujours un arrière-plan critique à leurs croyances. Et ça, je suis absolument persuadé que nos collégiens, nos lycéens et même nos étudiants à l'université ne sont pas formés pour ça. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, on devrait mettre au point un enseignement spécifique, qui est un enseignement destiné à aider les gens à développer leurs propres convictions d'une manière critique, comment rechercher des données, comment les analyser et avoir connaissance des biais cognitifs très très nombreux dans lesquels on tombe inéluctablement quand on n'est pas informé de l'existence de ces biais. Et ça marche. Quand on le fait, ça marche. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que bon, moi, je forme des étudiants, donc jusqu'à la thèse. Et finalement, là où je suis heureux, là où j'ai l'impression d'avoir accompli mon travail, c'est pas quand j'ai permis à l'étudiant d'acquérir des tas de connaissances sur tel ou tel domaine, c'est quand l'étudiant, lorsqu'il a développé une hypothèse, qu'il a validée, c'est qu'immédiatement, il s'interroge sur la possibilité d'imaginer une hypothèse alternative ou d'imaginer ce qui pourrait conduire à remettre en question son hypothèse. Quand il a développé ce réflexe-là, alors la partie est gagnée. Mais ça, ce travail, c'est un travail qui n'est absolument pas naturel, parce que ce qui est naturel chez les humains, c'est de développer les croyances et de mettre en œuvre tous les processus cognitifs que l'on connaît pour les soutenir, quoi qu'il en soit. Donc, ce fonctionnement critique est un fonctionnement qui n'est pas naturel. Donc, nécessairement, n'étant pas naturel, il faut qu'il fasse l'objet d'une formation spécifique. Et Disons que moi, oui, c'est un comportement qui est plus rare. Mais moi, par exemple, je sais que j'ai un profil MBTI qui est un profil innovateur et qui a tendance à trop, enfin pas trop, mais à tout remettre en question. Donc ça n'est pas naturel pour beaucoup de gens, mais je pense qu'il y a quand même des prédispositions chez certains. Je dis pas ça pour me mettre en valeur, mais j'ai l'impression que c'est quand même très naturel chez moi depuis le plus jeune âge, que j'ai envie tout le temps de poser des questions et d'envisager toutes les hypothèses.
Absolument, ben, bien sûr, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait des différences interindividuelles entre nous, mais c'est pas très important que ces différences interindividuelles existent. Ce qui est important, c'est de permettre à tout le monde d'avoir une disposition d'esprit, donc Mm. un esprit critique, qui le prémunit de ses croyances infondées. Après, ça va mieux marcher pour certains que pour d'autres, c'est évident. Et puis il y a des tas d'autres facteurs qui sont même pas d'ordre cognitif qui vont intervenir, dont on n'a pas la maîtrise. Mais Mm. pas qu'il faut ouvrir dans ce sens. Mais juste un Ouais. point par rapport à ce La que vous confiance en soi, la maîtrise des émotions, tout ça va beaucoup jouer. Ouais. juste un Ok. petit point par rapport à ce que vous disiez. Vous disiez, mais moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours envie de tout remettre en question. Mais attention, parce que c'est exactement ce que disent les complotistes. Les Mhm. complotistes ont toujours la conviction de voir un esprit critique supérieur à la moyenne et justement lié au fait qu'ils sont toujours en train de tout remettre en question. Donc le fait de vouloir tout remettre en question est une condition peut-être nécessaire, mais pas suffisante pour se prémunir de croyances infondées. Alors, j'ajouterais quand même que c'est ce qu'ils disent, parce que pour avoir discuté très récemment avec des complotistes très proches dans le Ouais. milieu familial, je peux vous dire que, en fait, ils disent qu'ils veulent tout remettre en question, mais ils veulent tout remettre en question dans les données officielles. Et en fait, il se trouve des figures tutélaires qui leur plaisent plus pour une raison ou une autre, mais sur lesquelles il manque incroyablement d'esprit critique. Donc, Oui, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent officiellement, mais officieusement, on va regarder telle vidéo et on va lui faire plus confiance qu'à un chercheur, par exemple. oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire que ce qui est je pense, encore plus important que la demande qui peut être faite de remettre en question ses propres croyances, ce qui est encore plus important, c'est la manière de remettre en question ses croyances. Parce que c'est ça qui pose problème chez le complotisme. Ils ont, malgré tout, on ne peut pas leur reprocher le fait de vouloir repenser ce qui semble acquis pour la plupart. Simplement, la méthode qu'ils utilisent pour le remettre en question est une méthode qui est, excusez-moi le mot, mais complètement foireuse. Et donc, c'est là où... Le problème, c'est que après la phase de remise en question, au lieu de construire patiemment de nouvelles hypothèses et de leur attribuer des probabilités raisonnables, par exemple, l'exemple dont je vous parlais dans le cadre familial, j'ai discuté donc avec une personne proche, et donc on discute, et à la fin, je leur dis, mais d'accord, imaginons que ça ce soit possible, mais quelle probabilité vous mettez là-dessus? Quelle probabilité vous pensez que le virus ait été créé exprès pour nous affaiblir et mieux nous asservir, par exemple? Et ils m'ont sorti des probabilités de 99 ou 100%, quoi. C'est là où est le problème. Oui, absolument. Il suffit de Absolument. demander les probabilités quand on croit ces gens-là et on arrive à mettre, bon, pas forcément, ils en seront pas forcément d'accord qu'il y a un problème, mais en tout cas, moi, ça m'a permis de le voir à ce moment-là. J'ai quelque chose d'autre à vous demander, question subsidiaire. On m'a souvent reproché, quand j'avais des comportements plutôt rationnels, par exemple, sur les croyances. Pour moi, il y a énormément de croyances aussi, par exemple, autour de l'amour, l'âme sœur, etc. C'est typiquement un endroit, l'amour, où les croyances peuvent être très profitables et utiles. C'est-à-dire, si on considère que l'amour, c'est simplement un cocktail d'hormones, si on considère que l'amour, c'est simplement l'espèce qui nous impose son intérêt, c'est-à-dire qu'on se reproduise et que, en tant qu'individu, on accepte de se lever toutes les nuits pour aller nourrir un petit chien, si on considère que, et donc que ça peut nous rendre heureux, mais si on regarde aussi froidement l'amour, beaucoup vous diront finalement le monde sans croyance, c'est triste. C'est là où je veux en venir. Ok, ok. Alors c'est le genre de poncif, d'image d'épinal et de simplisme, je dois dire, qui m'irrite un peu. Alors, et pour moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que euh, souvent, quand les gens parlent de spiritualité, Mm. pour moi, il s'agit en fait de pseudo-spiritualité. Pourquoi? Parce que ce que l'on a en tête, je veux dire dans le langage courant, hein, quand on utilise le mot spiritualité, ce sont des croyances infondées. Mm. Voyons. Donc, par définition, pour moi, c'est de la pseudo-spiritualité, puisqu'il s'agit d'être spirituel à propos de quelque chose qui potentiellement n'existe pas. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Ok, alors je vais y aller directement sur le lourd, c'est la croyance religieuse. Voilà. Mm. Euh, En fait, quand je communique, je discute avec des croyants, ils savent que j'ai une formation scientifique et que j'ai une approche scientifique, critique du monde. Ils m'objectent souvent que mon monde est dénué de spiritualité. Mhm. D'accord. Et moi, personnellement, je considère que c'est leur monde
qui est dénué de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes confrontés en tant qu'humains à un univers que nous ne comprenons pas. Je veux dire, on en comprend certaines choses, mais sur les grandes questions fondamentales, en tout cas, on n'a pas le sentiment d'y comprendre grand-chose. Et je pense que c'est réel. Pour moi, la spiritualité consiste à prendre la mesure de cette incompréhension sans y greffer quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. C'est-à-dire que lorsque les humains créent des dieux, en fait, les dieux, qu'est-ce que sont dans l'esprit de ces humains? Ce sont des super-humains. Un dieu, si vous regardez les textes religieux, a à peu près les mêmes propriétés que nous, en mieux. En parfait même. C'est un super-homme, je veux dire, il est bon, il est honnête, il est intelligent, il est omniscient, etc., etc. Donc, en fait, Dieu est un super-homme qui vient se substituer au mystère de l'univers. Donc, pour moi, c'est de la spiritualité qui est un peu rabougrie, parce que ça consiste à mettre de l'humain à la place de quelque chose qui est, à proprement parler, grandiose, mystérieux, infini, qui est notre univers. Et donc, je trouve que c'est assez dégradant en termes de spiritualité. L'image que beaucoup de croyants ont développée du Dieu est une image qui s'apparente tellement à l'image d'un humain que je trouve que ça enlève beaucoup de la part de mystère, d'immensité, d'infini qu'il y a dans l'univers. Donc pour moi, la spiritualité la plus grande, c'est celle dont sont capables certains de pouvoir être en contact avec cet univers, en percevoir son caractère mystérieux, mais aussi sa beauté, sans avoir à y greffer une espèce de spiritualité qui est typiquement humaine, qui vient se rajouter à cette spiritualité qui est inhérente pour moi à la perception de l'univers et qui ne lui apporte strictement rien. Donc l'histoire comment dire, de créer un monde désenchanté parce qu'on est un sceptique ou un critique, pour moi c'est d'une banalité, d'une trivialité qui n'a aucun sens. Je suis désolé. Je ne crois pas en Dieu, vous l'avez compris, je n'ai pas de croyance infondée ou peut-être très petite, je n'en sais rien, mais je ne suis pas dénué de spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi devrions-nous systématiquement associer le terme de croyance et de spiritualité? Pour moi, ça n'a aucun sens. Une croyance n'a pas à être spirituelle et n'a pas par essence quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité. Donc je ne crois pas du tout au fait que la science désenchante le monde. Au contraire. Au contraire, puisque la science, ou l'approche critique du monde, nous permet de toujours mieux faire apparaître son mystère. Alors que l'explication, on va dire fréquemment religieuse, est une explication qui est là pour réduire le mystère, qui devient peau de chagrin, puisque tout le mystère se concentre dans la personne de Dieu. Alors, les questions que j'ai à vous poser, la première, c'est, vous dites que l'univers est plein de mystères. Vous parlez de quoi? Or, je dis simplement que on ne cessera jamais de s'interroger sur l'origine de cet univers. Je ne dis pas que la question est fondée, mais je dis qu'on ne cessera jamais de s'interroger, et de même qu'on ne cessera jamais de s'interroger sur le sens de cet univers. Ce sont peut-être de mauvaises questions, mais en tout cas, ce sont des questions qui ont participé à la création des dieux. Parce qu'en fait, vous dites que vous reprochez, si vous voulez, d'après ce que je comprends, aux religions d'apporter des réponses anthropomorphiques à ces questions. Mais et téléologiques. Oui, c'est-à-dire des réponses erronées à ces questions qui sont trop centrées sur l'homme. Et moi, j'ai presque envie, du coup, de vous reprocher de poser ces questions qui sont trop anthropomorphiques. Pourquoi y aurait-il une origine et pourquoi y aurait-il un sens à l'univers? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que c'était sans doute de mauvaises questions. Okay. Je dis que ce sont des questions que se posent naturellement les hommes. Ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes questions, parce qu'il n'y a même pas à se poser la question de l'origine de l'univers, effectivement, parce que l'univers peut-être a toujours été. Il paraîtrait étrange qu'il y ait une origine, puisqu'il semble que la matière et l'énergie n'apparaissent pas de rien. Il semblerait étrange qu'il y ait une origine. Oui, absolument, mais je suis absolument d'accord. En fait, là encore, le fait de penser l'univers et de l'associer à la question de l'origine provient du fait simplement que dans notre environnement ordinaire, tout objet est un objet créé. Et donc, les humains font une analogie facile, mais probablement... C'est un objet transformé.
comme le dit Oui, ce bon vieux Lavoisier. oui, non, mais je parle des artefacts. Je ne parle pas de la nature en tant que telle, je parle des artefacts. Nous avons l'habitude, quand on est confronté à des objets qui sont autour de nous, de toujours pouvoir en connaître l'origine. Le seul objet dont on peut avoir le sentiment de ne pas connaître l'origine, c'est notre univers. Hmm. Donc, les humains procèdent par analogie. C'est tout simple, hein, c'est stupide, hein, mais ça fonctionne comme ça. Tous les artefacts autour de nous ont été créés. Donc, cet artefact monumental qui est l'univers a dû être créé aussi. Oui. Mais l'analogie, Alors, ce n'est pas une méthode de raisonnement qui est infaillible. hmm. Donc c'est quand on considère les objets, si je vous suis bien, comme en tant que dans la forme qu'ils ont et non pas dans leur composition atomique. Bien sûr, oui, bien D'accord. sûr. C'est pour ça Ok. que je disais que la Alors, question de l'origine de l'univers n'est pas nécessairement une bonne question, mais c'est une question que se posent naturellement les humains. ok. Alors, du coup, maintenant que vous avez répondu à cette première question, il y a une deuxième question qui m'est venue en vous écoutant, c'est pourquoi vous parlez encore de spiritualité et pourquoi vous avez besoin de spiritualité pour contrer l'argument de la tristesse? Est-ce qu'un monde logique et du doute est forcément un monde froid? Non, Et non, on est d'accord. absolument Donc pas. pourquoi, donc pourquoi vous voulez mettre de la spiritualité? Qu'est-ce que vous entendez par spiritualité? Effectivement, je veux dire que bon, c'est le problème toujours de la définition des mots. C'est-à-dire que, on va dire que dans l'usage courant, la spiritualité fait référence à quelque chose qui est au-delà de notre monde. D'accord? Ah, vous voulez dire quelque chose qui ne soit pas fait de matière, par exemple? Alors, soit qui ne soit pas fait de matière, soit qui n'est pas régi par les mêmes processus que les processus qui régissent notre univers, les processus que D'accord. l'on... D'accord? C'est un peu ça que l'on a en tête quand on parle de spiritualité, enfin en tout cas quand les gens parlent de spiritualité. Hmm. Moi, ce que je prétends, c'est que cette spiritualité, celle-ci, n'a aucun sens. Et que, pour autant que je garde le mot spiritualité, mais c'est vrai que je le vis d'une grande partie de sa substance, je dis que la spiritualité peut se manifester dans simplement l'appréhension de notre univers, tel qu'on peut le faire au travers de nos sens ou tel qu'on peut le faire au travers de la science, par exemple. Donc je ne D'accord. considère Oui. absolument pas que l'approche critique, l'approche scientifique de notre univers conduit à un désenchantement du monde ou un effacement de spiritualité. D'accord. Mais ce que j'ai du mal à comprendre dans vos, je pense qu'on est d'accord sur les idées, mais j'ai du mal à comprendre peut-être dans le vocabulaire, c'est que à la fois, j'avais l'impression tout à l'heure que vous défendiez la spiritualité contre les religions classiques, et ensuite vous avez dit que la spiritualité, c'était finalement la croyance en des choses qui peuvent pas être démontrées, invisibles, on va dire. Euh, Et en même temps, vous dites après que la science peut très bien aller avec la spiritualité, mais ça me paraît totalement opposé, puisque la science, justement, c'est des hypothèses qui sont falsifiables, sur lesquelles on peut faire des expériences, et que si je vous fais l'hypothèse que les spaghettis essaient de maîtriser le monde, mais qu'on ne pourra jamais le voir parce qu'ils sont trop malins, c'est du domaine de la spiritualité, peut-être, ce n'est pas de Oui. la science. Dans tout le problème vient de l'emploi que l'on fait du mot spiritualité. C'est peut-être pour ça qu'on a un peu de mal à se comprendre. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui est en général, dans le sens commun, mis sous le terme de spiritualité, euh, est pour moi de l'ordre de ce que j'appelle la pseudo-spiritualité. Et D'accord. Alors, qu'est-ce moi, que vous appelez, vous, la spiritualité? alors, c'est un peu un problème. Pour moi, la spiritualité, c'est à la rigueur tout simplement la capacité d'émerveillement devant cet univers et comment dire, la prise en compte de ce qu'est cet univers au travers des moyens critiques, scientifiques que l'on a de l'appréhender. Pour moi, la Donc, spiritualité, là, elle n'est pas ailleurs. donc c'est plus une respiration de la beauté du monde, on va dire, que des croyances. Absolument, D'accord. absolument. Il se trouve que j'ai un contact, une relation, on va dire, privilégiée avec la nature parce que bon, bah, je suis naturaliste depuis très très longtemps. Ça veut dire quoi, naturaliste? Naturaliste, ça veut dire que j'étudie la faune, la flore, voilà, depuis très longtemps. Donc je pense que ce rapport que l'on peut avoir à notre univers physique est un rapport dans lequel se trouve la spiritualité point idéal que l'on peut avoir, c'est-à-dire une spiritualité qui se passe de projeter des croyances infondées et qui se passe de mettre de l'humain dans ce qu'est notre univers. Voilà.
particulière de la spiritualité. Et peut-être d'ailleurs que pour éviter les confusions, je devrais bannir ce mot de mon langage. Mais bon, Je crois. il existe. Je crois. Et ouais, oui, mais bien sûr, c'est parce que ça prête à confusion. Mais si vous voulez, là où je m'irrite un peu, c'est quand, par exemple, des gens me disent, mais tu manques totalement de spiritualité. Hmm. Et alors, évidemment, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot spiritualité. Effectivement, je manque totalement de spiritualité si par spiritualité, on entend le fait d'imaginer un monde caché qui serait régi par des phénomènes, des processus qui n'ont rien à voir à ceux de l'univers que l'on connaît. Dans ce cas-là, Mais c'est bien. effectivement, je manque de spiritualité. Ouais. Je crois que ce serait plus efficace d'assumer de manquer de cette spiritualité que d'en définir une autre. Oui, oui, peut-être, c'est pas évident. Alors, à la fin de mon livre, j'aborde cette question spécifique parce que je ne voudrais pas que le lecteur perçoive ce que je développe comme nous conduisant à un désenchantement par rapport au monde. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des commentaires sur Amazon et donc il y a un lecteur qui dit, bon, le livre est très documenté, argumenté, etc. Et par contre, il est désenchanté. Mais je suis désolé, moi je ne vis pas le désenchantement. Hmm. Moi je suis une relation d'émerveillement par rapport à cet univers. Et je n'ai pas besoin de lui ajouter une quelconque spiritualité pour m'en émerveiller. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que ce contact au travers de l'appréhension directe ou au travers de la science que l'on peut avoir de notre univers est pour moi le contact qui est le plus fondamentalement chargé de spiritualité. Mais évidemment, en un sens très différent du sens que l'on donne à ce terme. Et Oui. ce que je voulais dire par rapport, donc je faisais référence à une expérience qui est très rigolote. Vous connaissez peut-être Deepak Chopra? Ça me dit quelque chose. C'est un Indien, forcément. Oui, c'est ça. Deepak Chopra est un Indien, médecin, qui est un gourou, homme d'affaires, qui feint d'être doté d'une immense spiritualité et qui a des centaines de milliers de personnes qui le suivent dans ses discours qui ne veulent strictement rien dire. Hmm. Rien dire. Et donc, un de mes collègues américains a fait une expérience très rigolote. Ils ont pris les mots de Chopra, parce qu'il y a des mots, comment dire, types qui reviennent tout le temps. Ils ont créé un algorithme qui combine ces mots de manière totalement aléatoire, Ouais. d'accord, en respectant les règles de la syntaxe française, bien sûr, enfin américaine en l'occurrence. Donc, l'algorithme génère des phrases à la Chopra, du style l'univers transcendant rencontre notre esprit cosmique. Bon, ça veut strictement rien dire, mais pour beaucoup de gens, c'est très spirituel. Donc, ils génèrent des phrases de ce type. Ensuite, ils les font étudier ils les font analyser par des étudiants de haut Hmm. niveau qui sont soit croyants, soit sceptiques. Et on leur demande d'évaluer la profondeur de ces phrases. Et ce qui est tout à fait surprenant, ces phrases ne veulent rien dire, elles ont été construites au hasard par un algorithme. Ce qui est Hmm. tout à fait surprenant, c'est que beaucoup de sujets attribuent une très grande spiritualité à ces phrases qui ne veulent strictement rien dire. À Et, l'habitude. bien sûr, et ils attribuent d'autant plus de spiritualité à ces phrases qu'ils ont en fait qu'ils mettent en œuvre tous les processus cognitifs typiques des croyants. Voilà. Donc en fait, on a là l'exemple même de ce que j'appelle une pseudo-spiritualité, c'est-à-dire percevoir quelque chose de très profond qui nous dépasse, qui est transcendant, alors que c'est simplement fait par un algorithme des plus simples dans un ordinateur des plus simples. Hmm. Oui, il suffit d'avoir des mots comme vous en avez sorti, d'esprit cosmique. Vous mettez n'importe quelle phrase derrière et on peut trouver ça profond parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, Absolument. Absolument. Mais c'est là où il y a tous les talents, le talent de ces gourous très opportunistes, c'est d'arriver à dire n'importe quoi en faisant semblant que ça veut dire quelque chose. Et ça ah, marche. et le pire, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui croient à ce qu'ils disent. Ah oui, totalement. Pas tous, mais la plupart, effectivement, sont honnêtes et croient à ce qu'ils disent. Tout à Hmm. fait. Et oui, j'ai du mal à les juger parce que je suis sûr qu'ils aident des gens à vivre. C'est dur. Oui, bah, c'est toute une question que je pose d'ailleurs dans mon livre, à savoir, est-ce que les croyances, euh, comment dire, sont utiles? Ah oui. Alors, non, mais elles ont une part d'utilité. Alors, je donne cet exemple-là dans mon livre. Vous savez peut-être que les sportifs, notamment les sportifs de haut niveau, ont souvent des croyances. Et ils ont donc des rites, des rituels qu'ils mettent en place avant une grande épreuve sportive, où ils prient. Les footballeurs, quand ils rentrent sur Hmm. le terrain, dans les équipes des pays latins, Ouais. ils Donc, ici, je crois. Hmm. Ces rituels,
si jamais vous leur dites et que vous leur faites admettre qu'ils sont absolument inefficaces et qu'ils peuvent s'en passer, vous diminuez leur performance. Parce que le rituel joue un formidable effet placebo. Et c'est un effet réel dont on peut voir la trace dans le cerveau. D'accord? Alors, donc, de ce point de vue-là, et on peut le généraliser à tous les types de croyances, les croyances peuvent avoir certaines vertus pour l'individu. Le problème, c'est que, personnellement, je serais favorable à faire ce qu'il faut pour, on va dire, les faire disparaître, parce que ces croyances, collectivement, comme on en a parlé au départ, peuvent être extrêmement dangereuses. Elles peuvent être individuellement extrêmement dangereuses aussi, mais à la rigueur, ça m'importe peu. Je veux dire, si quelqu'un se tue parce qu'il croit en Allah, bon, bah, c'est un peu dommage, mais vis-à-vis de la société, bon, bon. Mais elles peuvent être collectivement extrêmement dangereuses. C'est pour ça que même si les croyances peuvent avoir certaines vertus à certains moments de la vie pour un individu donné, je considère que culturellement, sociétalement, politiquement, elles représentent un réel danger. Alors, à part l'altruisme paroissial dont on a déjà parlé, quels sont les autres dangers selon vous des croyances? Alors, c'est simplement que c'est très simple, c'est qu'à partir du moment où la croyance est infondée, Mmh. elle peut être fausse. Elle n'est pas nécessairement fausse, parce qu'une croyance infondée peut être vraie, hein, Mmh. mais dans bien des cas, elle est fausse. À partir du moment où un être vivant a une représentation du monde qui n'est pas en adéquation avec ce monde, il se met en danger. Si vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, Mmh. vous vous mettez en danger. Bon, Mmh. je vais prendre un exemple tout simple. Vous pensez que les virus sont dangereux. Mmh. Vous êtes complotiste et vous pensez que les virus sont faits à des fins soit financières, soit même éventuellement destructeurs par rapport à l'humanité. Vous pensez ça, vous ne vous vaccinez pas, vous vous mettez en danger. Mmh. Bien sûr. Pour moi, à partir du moment où la croyance est fausse, elle est dangereuse. Parce que vous allez ajuster votre comportement par rapport à cette croyance, et donc vous allez l'ajuster par rapport à quelque chose qui n'est pas le réel. Et forcément, c'est dangereux. On peut le D'accord. prendre comme on veut, à un moment donné, ça va être dangereux pour l'individu. D'accord. Bon, vous m'arrêtez quand vous en avez marre, mais j'ai encore des questions. Et, Heu, est-ce qu'on devrait interdire les religions? Est-ce que non. toute religion devrait être considérée comme une secte du coup, être interdite comme, croyance infondée qui risque de mettre en danger les gens ou ils risquent d'être manipulés? Ils font des dons aussi par exemple à ces associations-là, donc ça pourrait être considéré comme de l'escroquerie. Est-ce qu'on devrait interdire les religions? Oui, non, pourquoi? Alors, bon, moi, je dirais non, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup d'affection pour les mesures autoritaires. Donc ça, c'est déjà un préalable, c'est pas possible. Et d'autre part, non, parce que je pense que ça serait pas efficace. Et c'est exactement la même chose pour le complotisme d'ailleurs, parce que si vous vous opposez frontalement à une croyance, si vous la dénigrez de manière trop directe, en fait, vous ne faites que la renforcer. Et donc, même dans les pays communistes, par exemple, qui ont été extrêmement durs vis-à-vis des croyances religieuses, en fait, quand vous creusez, vous voyez qu'elles sont toujours là, d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne pense pas que la confrontation avec la croyance ou la tentative autoritaire de les faire disparaître soit la bonne solution. OK. Donc vous avez donc parlé de la solution selon vous qui réside essentiellement, si j'ai bien compris, dans l'éducation et on a d'ailleurs précisé une éducation à la rationalité et tout ça. Mais j'ai quand même une petite dernière question à vous poser. Si jamais on a affaire à une personne qui est déjà radicalisée, donc que ce soit un terroriste ou, par exemple, une personne, très en danger qui refuserait de se faire vacciner, comment on fait pour, changer ses croyances? Comment peut-on changer les croyances d'une personne déjà bien radicalisée? D'accord. Alors, d'abord, il faut dire que Possible. c'est extrêmement rare. Mais ça arrive, c'est l'apostasie, hein. Mmh. Mais il y en a. J'ai vu des gens qui ont apostasié, y compris à partir de mes enseignements. Ce qui Ça veut était dire une quoi? Pardon? Ça veut dire quoi l'apostasie, s'il vous plaît? Apostasie, ça veut dire renoncer à sa croyance religieuse. D'accord. Donc ça, je l'ai observé parfois, mais c'est extrêmement difficile. Alors, Mais je je voudrais. attention, je parle pas seulement d'apostasie là, je parle de quelqu'un qui est devenu dangereux, tellement il est à fond dans sa croyance, hein. Oui, mais par exemple, quand vous évoquez les djihadistes ou les islamistes terroristes, si vous faites disparaître sa croyance en Dieu, c'est fini. Il y a plus de. Donc c'est quand même lié, hein.
Non, mais je voudrais dire deux choses à ce sujet. La première, c'est qu'il n'y a pas d'autre manière que d'amener le sujet non pas à remettre en cause sa croyance, ça ne marche pas. Mais alors, au contraire, ça la renforce pour des raisons qu'on peut expliquer d'ailleurs, mais ça la renforce. Mais c'est plutôt à conduire Quelle le raison? sujet. Pardon? Vous pouvez pas me dire qu'on peut les expliquer et ne pas me dire, j'ai envie de vous demander. Mais en fait, si vous voulez, c'est quand même, c'est extrêmement simple finalement. C'est que une croyance est effectivement, c'est un, comment dire, un moyen que se donnent beaucoup d'humains pour rétablir un équilibre psychique. D'accord? Donc, si vous agressez sa croyance, vous le mettez en déséquilibre psychique encore plus grand. Donc précisément, un équilibre psychique, c'est par exemple le sentiment d'un mal-être ou d'une angoisse qui doit être Ouais, compensé par quelque chose. D'accord? voilà. Donc, Ok. si vous attaquez sa croyance, vous allez accroître son niveau d'anxiété, on va dire, ou de Oui, mal-être. puisque je Et supprime sa donc, solution. voilà. Mais donc, de manière réactive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore renforcer sa croyance et la Mhm. radicaliser encore davantage pour se protéger de l'agression qu'il perçoit. D'accord. D'accord? Donc, la seule solution, en fait, c'est non pas de remettre en cause la croyance, mais de le faire réfléchir sur les processus qui l'ont conduit à croire. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas d'autre solution. Mais après, donc, ce que je voudrais dire, parce que c'est très peu évoqué quand on parle du complotisme, et il y a une dimension politique ou même du terrorisme islamique. En fait, il ne faut pas perdre de vue que pour la plupart de ces personnes-là, ce qui se joue, c'est je dirais, leur haine du système, de ce qu'on appelle le système. Alors le système, ça ne veut rien dire, hein. C'est utilisé par Trump, c'est utilisé par Jean-Marie Le Pen, l'establishment. Le système, c'est quelque chose d'opaque, d'abstrait, c'est ce qui est identifié par des individus comme étant le pouvoir. Et dans Mhm. le pouvoir, il y a les politiques, il y a les journalistes, il y a les scientifiques d'ailleurs. Donc ces gens-là, pour des raisons qu'on pourra peut-être aborder, mais ces gens-là ont une haine du système. Et cette haine du système les conduit à adhérer à des idéologies qui sont très hostiles au système. Donc, ça veut dire que, et notamment pour les complotistes, vous savez qu'on trouve beaucoup de complotistes dans les classes sociales les plus défavorisées. Hein. En Mhm. moyenne, il n'y a pas que cela, mais en moyenne, elles sont là. Ça veut dire que le complotisme est aussi une réaction au fait qu'un individu ne perçoive pas, a le sentiment de ne pas avoir sa place dans la société. Donc le très grand niveau d'inégalité, de compétitivité qu'il y a dans nos sociétés Mhm. accroît le niveau de complotisme. Ce qui veut dire que pour diminuer le complotisme ou diminuer l'adhésion à des formes des formes religieuses radicales, il faudrait aussi jouer au niveau politique et faire en sorte que des individus qui se sentent complètement à l'écart de cette société puissent de nouveau se sentir intégrés dans la société. Parce que, à l'évidence, un complotiste qui soudainement percevrait qu'il a une place dans sa société, en quelque sorte qu'il a une relation positive avec la société, cesserait d'être complotiste. Qu'est-ce que vous proposeriez par exemple en France pour obtenir cet effet? Alors là, franchement, enfin, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, je dirais malheureusement que les inégalités, à la fois sociales et Mhm. culturelles, qui sont très importantes, contribuent au complotisme. Donc, Mhm. la solution, c'est de réduire ces inégalités sociales et culturelles ou économiques. Et pour moi, ce n'est pas du tout un hasard si les États-Unis euh, et le pays où le complotisme s'est développé de manière la plus grande. Parce que c'est le pays occidental le plus riche, avec le niveau d'inégalité, à la fois économique, culturel, en termes d'éducation, qui est le plus grand. Je veux Mhm. dire, c'est la porte ouverte nécessairement, c'est le terreau de base du complotisme. Et malheureusement, c'est assez dangereux parce que si nos sociétés ne se soucient pas plus, on va dire, de justice sociale, Mhm. si trop d'individus sont mis sur le banc de la société, Mhm. il me semble à peu près inévitable qu'ils vont s'orienter vers le complotisme et très souvent, malheureusement, vers un complotisme d'extrême droite. Mhm. Et donc, c'est le risque que nos démocraties,
Alors je sais qu'on peut s'interroger sur le fait que nous soyons en démocratie, mais de mon point de vue, nous le sommes. C'est le risque que nos Dans une démocraties... démocratie imparfaite, mais elle en porte encore le nom. Absolument, absolument, absolument. On est simplement une note moyenne quand on regarde les organismes internationaux, de par notre presse qui est détenue par trop peu de personnes, de par notre démocratie qui est trop indirecte, etc. Et notre président qui a les pouvoirs concentrés. Mais à part ça, on est dans une démocratie. Oui, oui, mais je veux dire, bon, j'ai souvent des polémiques avec certains de mes collègues universitaires qui estiment que nous ne sommes plus en démocratie. Et je les invite toujours à aller dans quelques pays dans lesquels j'ai voyagé, où quand on séjourne un peu, on redonne le sens que l'on doit donner à ce terme de démocratie. Ça ne veut pas du tout dire que je soutiens la société dans laquelle on est, loin de là, et quand vous lirez mon dernier livre sur l'écologie, vous le comprendrez, mais néanmoins, je pense que nous sommes en démocratie. Oui, c'est comme pour les croyances. Si on ne demande pas les probabilités, si on ne demande pas le pourcentage et que c'est du noir au blanc, forcément, on se dispute avec les gens. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Bien Ok. sûr. Bon, bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce dont je voulais parler et même bien plus. Donc, ben, merci beaucoup. Vous avez des choses à ajouter, non? C'est bon? Est-ce que je peux vous poser une toute petite question bonus sur la conscience? C'est quoi la conscience? Ça, c'est un énorme truc. C'est un énorme truc. Euh, c'est vraiment énorme. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, hein. Donc, c'est quand Pas une même évidence. frustrant et difficile de vous répondre en quelques lettres. Quelques mots. Je développe tout un cours sur la conscience, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais pour faire très simple, la conscience, c'est le produit extraordinaire de l'activité de neurones idiots. Voilà, si je dois le résumer. Ok, d'accord. Si, si on fait un jour une vidéo sur le rapport entre l'esprit et le cerveau, Hmm. alors on pourra aborder la question de la conscience et donc la question du libre arbitre. Oui, ok. Bah allez, c'est un rendez-vous. Ok, Dès que vous irez mieux, ce sera pas. Bon, bah ça merci va. beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview. Continuez bien dans votre travail. Merci. Vous aussi, bonne journée. Bravo pour ce que vous faites. C'était passionnant, merci. Au revoir. Au revoir. Pour bien comprendre comment les croyances s'élaborent, c'est important de distinguer ce que l'on appelle le système 1 et le système 2, qu'on appelle aussi parfois système intuitif et système analytique. C'est une distinction qui a été faite en psychologie cognitive depuis une trentaine d'années par différents auteurs. Alors très rapidement, le système 1, d'un point de vue évolutif, c'est un système très ancien, Mhm. probablement assez archaïque, et qui est un système qui est celui qui fonctionne par défaut, c'est-à-dire que dans des situations spontanées, naturelles, c'est ce système qui va fonctionner d'abord. Et ce système, c'est celui qui conduit au biais de raisonnement. C'est celui qui est à l'origine des biais de raisonnement. Il fonctionne beaucoup sur la base d'associations mnésiques et il laisse peu de place au raisonnement et à l'analyse. C'est celui qui est à l'origine des intuitions. D'accord ? Mhm. Le système 2, on dit système analytique, est au contraire un système qui, du point de vue évolutif, est sans doute beaucoup plus récent. Et d'ailleurs, l'espèce humaine est la seule qui a la possibilité de faire fonctionner ce système. Et c'est un système qui fonctionne par analyse, qui met en place des raisonnements, qui laisse peu de place aux aspects émotionnels ou psycho-affectifs. C'est le système, en fait, qui est à l'origine de l'approche scientifique du monde. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que ces deux systèmes font partie du système cognitif de tous les humains. Et en réalité, en fonction de tas de paramètres que je ne peux pas présenter ici, qui sont d'ordre culturel, éducationnel ou même psycho-affectif ou émotionnel, c'est un système ou l'autre qui va prendre le dessus. Et on peut d'ailleurs très bien manipuler l'état psychique d'un sujet pour que ce soit plutôt le système 1 qui intervienne ou plutôt le système 2. Et alors là, c'est très très clair. Dès lors que le système 1 peut se développer sans contrôle du système 2, c'est la porte ouverte à toutes les croyances. D'accord. Et quand on teste des sujets, parce qu'il existe des tests pour évaluer la propension qu'ils ont à utiliser le système 1 ou le système 2, quand on teste des sujets, on se rend compte que les sujets qui sont les plus intuitifs, qui font appel au système 1, sont aussi ceux qui sont les plus croyants, au sens général du terme que j'ai employé jusqu'à présent. Voilà. Mhm. Donc en fait, ce n'est pas forcément une question d'intelligence, parce que faire fonctionner le système 2, c'est pas très compliqué. Je vous donne juste un exemple. Si je vous dis la phrase suivante, les femmes très intelligentes se marient en général
avec des hommes moins intelligents qu'elle. Mhm. Alors, comment vous interprétez cette phrase? En général, l'interprétation qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celle du système 1, c'est de dire oh, bah, probablement que les femmes intelligentes ont besoin de dominer les hommes avec qui elles sont. Bon, c'est l'interprétation que tout le monde va donner, je peux vous la garantir, tester auprès de vous. On Pardon? peut aussi donner l'interprétation qu'ils ont plus confiance en eux, enfin, pour y avoir mille raisons, quoi. Non, en fait, c'est infiniment plus simple que ça, mais en même temps, c'est compliqué pour le système cognitif d'y penser. Et ça, c'est si vous faites intervenir le système 2 et vos connaissances que vous pouvez y penser, c'est tout simplement une question de rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'une femme qui est très intelligente, qui a un QI très intelligent, va se retrouver dans une distribution gaussienne complètement à droite. Et donc, Évidemment. pour trouver quelqu'un qui est plus à droite qu'elle dans la distribution, ça va être très dur. Donc, Mm. fatalement, elle va se marier en général avec des hommes moins intelligents. Mais on aurait pu remplacer femme par homme, ça ne changeait Ouais, rien. ça Donc en fait, marche aussi. voilà, donc vous voyez, le problème, c'est que cette phrase va générer une réponse qui fait appel Mhm. au système 1. Et là où les sujets sceptiques vont se distinguer des sujets croyants, c'est qu'une fois qu'ils vont donner cette réponse, ils vont chercher une réponse alternative. Et une Mhm. réponse alternative qui va faire appel au système 2, au système Mhm. L. Donc on voit que voilà, il y a ces deux systèmes qui sont toujours en tension, et ce qui va faire la différence en termes de croyance ou de scepticisme, c'est le fait qu'on utilise plutôt le système 1 ou le système 2. Et par ailleurs, c'est le système 1 qui est à l'origine de tous les biais que je ne peux pas présenter, mais qui participe à l'élaboration des croyances. Voilà. D'accord. C'est Après, ouais. ce que je voulais quand même ajouter par rapport à ça, c'est est-ce que vous quantifiez la quantité d'énergie nécessaire pour utiliser le système 1 ou le système 2 chez différents individus de différentes intelligences? Alors, bon, moi déjà, le concept d'énergie, c'est un concept dont je me méfie beaucoup. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le livre. Et oui, parce que l'énergie a un sens clair en physique, par exemple, mais beaucoup de gens utilisent le concept d'énergie sans qu'il y ait en fait de correspondance physique claire. L'utilise au sens physique. Pardon? Moi, je l'utilise au sens physique, là, évidemment. Oui, mais savoir, je veux dire que un cerveau peut très bien utiliser énormément d'énergie, on ne sait pas bien le quantifier, hein, personne n'est capable de dire sur la base d'un petit raisonnement s'il requiert plus d'énergie que l'autre, qu'un autre, hein. Mais On peut pas regarder ça en voyant la quantité d'électricité qui circule, par exemple, ou ce genre de choses. on ne peut pas le voir. On ne peut pas D'accord. le voir, et en plus, je suis sûr qu'on pourrait même montrer le contraire, c'est-à-dire que sur un petit problème, il y a des gens qui vont développer beaucoup d'énergie, en tout cas de ressources cognitives, pour arriver à une solution qui est mauvaise, et d'autres qui vont utiliser très peu de ressources cognitives pour arriver à une bonne solution. Bah oui, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, C'est mais je veux dire que la quantité d'énergie consommée n'est pas une garantie d'un bon résultat. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Et donc, c'est pour ça que quand vous dites c'est pas une question d'intelligence, mais juste de bien choisir si on utilise le système 1 ou le système 2, moi, je me place dans une forme de conservation de l'énergie de l'individu et d'économie de moyens. Et je me dis, il y en a probablement qui utilisent leur système 2 avec plus de facilité en utilisant moins d'énergie parce qu'ils ont un cerveau plus efficace et moins consommateur d'énergie, et d'autres qui vont plutôt vers le système 1 plus spontanément parce que le système 2 leur coûte beaucoup d'énergie, alors que le système 1, c'est une sorte de réflexe qui demande de l'énergie à personne. Ok, alors bon, plutôt que d'utiliser le concept d'énergie qu'on utilise assez peu en psychologie cognitive ou en sciences cognitives, en général, on parle de fonctionnement qui est plus coûteux en termes de ressources cognitives. Bon, Voilà. à peu près pareil, mais alors je suis d'accord, mais il ne faudrait pas, ce qui me gênerait, c'est qu'on fasse une espèce de parallèle qui est à mon avis un peu trop simple entre intelligence et le fait qu'on utilise plutôt le système 1 ou plutôt le système 2. Parce qu'il y a D'accord. tellement de paramètres qui ne relèvent pas de l'intelligence et qui vont déterminer le fait qu'un système est utilisé plutôt que l'autre, que je ne suis pas sûr que ça convienne. Ok. Alors, la deuxième chose que je voulais aborder, donc, ce que je voudrais montrer, c'est comment des processus, je vais en prendre un seul parce que dans le livre j'en présente beaucoup, mais là on n'a pas le temps. Je voudrais montrer comment des processus cognitifs qui ont des fonctions adaptatives conduisent à des croyances, alors qu'initialement la fonction c'était pas l'établissement de croyances. D'accord. Je veux dire, Oui. voilà. Alors, un de ces processus, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est lié à la mentalisation ou la théorie de l'esprit. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit? C'est le fait que les humains sont extrêmement efficaces pour identifier les états mentaux d'autrui. Mhm. D'accord. Il suffit
pour un humain qui a de l'empathie, de regarder un visage, de regarder ses expressions, d'entendre quelques mots pour deviner l'état mental d'autrui, pour deviner ses intentions. Alors certains sont meilleurs que d'autres pour ça. Par exemple, les autistes sont très mauvais. Oui. Les hommes politiques. Je pensais à Sheldon dans Big Bang Theory, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Tout le monde n'est pas très fort, ouais. D'accord. et par exemple, les hommes politiques en général sont très très bons pour ça. C'est vital D'accord. c'est vital. Alors, en fait, le cerveau humain est devenu tellement expert dans sa capacité de détecter des états mentaux qu'il a une tendance à détecter des états mentaux, y compris dans des phénomènes pour lesquels il n'y a pas d'état mental. C'est-à-dire que le cerveau humain a tendance naturellement, vous comme moi, hein, à projeter ce que l'on appelle de l'intentionnalité, des états mentaux, sur des phénomènes qui en sont dépourvus. Alors, et c'est adaptatif, pourquoi? Parce que pour un humain, il faut toujours se placer dans le cas d'un homme préhistorique, par exemple, qui se balade dans son environnement. Il a tout intérêt à percevoir des êtres vivants animés. Parce que des êtres vivants animés peuvent être des prédateurs, comme ça peut être des proies. Donc notre cerveau, il a en quelque sorte été conçu pour rapidement détecter quelque chose qui est animé. Et c'est tellement fort qu'on a tendance à le faire, je dirais, exagérément. C'est Ouais. par exemple ce Par qui se exemple. passe dans le phénomène des paréidolies. Je ne sais pas, les paréidolies, c'est quoi? C'est vous voyez un nuage dans le ciel, Ouais. il y a une forme, et soudainement, vous voyez dans cette forme, par exemple, un visage, un cheval, un animal, d'accord? Vous D'accord. projetez une forme sur quelque chose qui est en fait du chaos, qui est purement aléatoire. Un autre exemple que je raconte dans mon livre, par exemple, et moi je le ressens parce que dans mon jeune temps j'étais marin, euh, j'étais avec mon fils sur un voilier dans un gros coup de vent et il y avait des vagues, certaines qui étaient très grosses. Et D'accord. n'importe quel marin vous dira que quand les vagues deviennent très grosses, elles acquièrent une identité. C'est-à-dire qu'on perçoit presque de l'intention dans la vague. On perçoit qu'elle peut être méchante. Et d'ailleurs, c'est ce que me disait mon fils. Mais pourquoi il y a des vagues qui paraissent plus méchantes que d'autres? Eh bien, D'accord. ce comportement-là, cette projection d'intention, cette perception d'états mentaux dans la nature, est quelque chose auquel on ne peut pas résister. Enfin, en tout cas, on peut résister après coup, mais dans un premier temps, c'est toujours ce qui vient initialement. C'est ce qui est à l'origine de l'animisme. Les animistes sont des gens qui perçoivent dans les phénomènes, par exemple météorologiques, des expressions d'une force qui est dotée d'intention et qui leur communique quelque chose au travers d'une tempête, au travers d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique, etc. Eh bien, ce qu'on a montré, c'est que plus les gens ont cette tendance à projeter des états mentaux sur des objets ou des phénomènes physiques qui en sont dépourvus, plus en fait ils ont tendance à être croyants. Et non seulement croyants dans le domaine religieux, mais croyants dans tous les autres domaines possibles où peuvent se développer les croyances. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres que je présente dans mon livre, parce qu'il montre comment des processus qui n'ont pas été conçus pour croire en Dieu ou à quoi que ce soit d'autre, conduisent, comme au titre d'un effet secondaire, à produire des C'est un croyances bon qui exemple d'effet secondaire dont vous parliez, oui, tout à fait, dont vous parliez tout à l'heure, oui, tout à fait. absolument. C'est ce que je voulais préciser ici. Et voilà, je pense que c'est évidemment, on pourrait développer beaucoup d'autres processus de ce type, mais le temps ne nous permet pas de le faire. Bien sûr. Voilà. Peut-être qu'on parlera de la conscience, si vous voulez. Eh ben, ouais, prochainement. Parfait. Très bien. Eh bien, je vais acheter vos livres en attendant. Il faut. Allez, Bonne journée. bonne Au soirée. revoir. Au Week-end. revoir. Ouais, merci, moi aussi.